Bien, donc on va reprendre là où je m'étais arrêté la dernière fois. Vous m'entendez bien? Ça va? Très bien. Bon, alors, j'ai fait un peu le point avec mes collègues ici. Donc, je vous ai parlé la dernière fois des différentes définitions de la transe. J'ai introduit le rêve lucide avec Florence Ghibellini. C'est bien ça? Oui. Et je vous ai parlé de diverses choses qui avaient à voir avec ces différentes thématiques. Bien. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a déjà vu? Non? Oui, si, par rapport aux ondes cérébrales, oui. J'ai vu plein de choses dans ce domaine-là et il n'y a jamais une référence type sur laquelle on peut vraiment se baser. Et du coup, en regardant la vôtre, je me disais, quelle est votre référence? Qu'est-ce que vous parlez de quelle référence? Par rapport aux ondes de alpha, bêta, etc. Mais quelles sont vos sources? Quelles sont les sources? Oui, c'est ça la question, hein? Et c'est quelles sont les vôtres, ma question, du coup. Ce sont des travaux de neuropsychiatres et de neurologues qui ont défini les différents types de trains d'ondes en fonction de leurs recherches. Ça vient de la psychiatrie, de la neurophysiologie principalement. Mais on a une neurophysiologue ici, je crois. Oui, donc elle pourra aussi vous donner des informations. C'est vrai que moi j'aurais quand même tendance un petit peu à abonder dans son sens. C'est vrai que les ondes, elles ont été décrites. Ça, il n'y a aucun problème. On les a définies, oui. On les a nommées. On sait qu'effectivement, les ondes lentes, on les voit plus souvent. C'est comme ça qu'on a aussi stadifié les différents stades de veille et de sommeil. L'alpha correspond à l'état de vigilance normale, comme nous tous ici aujourd'hui. C'est-à-dire que si on se met à faire... C'est une activité qui apparaît lorsqu'on ferme les yeux, d'ailleurs. Donc si on ferme les yeux, on va tous avoir de l'activité alpha. Le θ puis le delta vont ensuite apparaître au fur et à mesure qu'on somnole, puis qu'on s'endort et que le sommeil devient profond. Mais alors après, faire l'extrapolation que vous avez faite de dire, alors je me souviens plus, il faudrait que je retrouve exactement comment vous l'avez dit. Ça me paraît, je n'ai pas personnellement cette notion-là. C'est-à-dire le fait qu'on rencontre les ondes θ dans un état de conscience modifié. C'est ça. C'est ça que vous remettez en cause. Alors, en cause, je dis que personnellement, je n'ai pas de... La référence principale sur cette question-là, c'est Charles Tart, qui est un Américain. Je le donne dans ma bibliographie. Altered States of Consciousness, donc qui est sorti en 90, mais il a été réédité déjà. Donc c'est la 3e édition, donc c'est en fait la Bible des recherches sur les états de conscience modifiés qui concernent donc tout ce qui est OBE ou même psychédélique. Et l'intérêt justement, c'est qu'il y a des chercheurs qui ont utilisé des appareils EEG. Alors il y a ce genre de choses. Ensuite, il y a d'autres recherches qui ont été faites. Pardon, c'est possible de mettre la référence sur le tableau? Merci. Oui, mais je vous renvoie quand même à ma bibliographie que je vous ai envoyée par email. Ok. Donc Charles Tart. Donc c'est une sommité. Bon, alors, ça c'est une chose. La deuxième, c'est qu'il y a eu des travaux sur des yogis et des moines zen, donc des moines qui font du yoga et puis des moines zen, sous EEG et sous LSD aussi. Et donc là, à chaque fois, on retrouve des trains d'ondes avec du θ. Et puis, il y a eu deux articles, c'est les articles fondateurs que je donne aussi dans la bibliographie, de Neher. Neher. Andrew. Et puis, il y a Siganek. Voilà. Donc lui, alors ces deux-là, on fait des travaux. Donc dans mon document que je vous ai envoyé, ma thèse, en fait, vous avez l'explication plus étendue de ça.
Donc là, il s'agissait, c'est dans une revue d'électroencéphalographie et de neurophysiologie. EEG réponse, à light stimulation, c'est-à-dire à la stimulation visuelle par des lumières, stroboscopiques. Ensuite, nous avons donc... Ah oui, c'est GILEC aussi. GILEC, très important. Écrivons correctement. Décidément. Voilà, GILEC, Wolfgang. Lui, il a fait une mesure G sur des Indiens Salish au nord-ouest des États-Unis, avec un EEG pendant une cérémonie. Et là, il a découvert des trains d'ondes θ aussi pendant la cérémonie. Et c'est ces deux-là, GILEC et Neher, qui ont en fait donné comme indication, parce qu'ils l'ont mesuré sur les EEG, que le rythme du tambour à un certain rythme, donc là ça tourne autour de 3-4 Hz à peu près, avait une influence sur les ondes cérébrales et modifiait les trains d'ondes dans le cerveau. Voilà. Donc ça, c'est les articles fondateurs. Alors ensuite, on a deux voies qui ont commencé à se développer. Donc là, on parle des années 70, donc c'est quand même assez ancien. Donc depuis les années 70, donc ces deux gars-là, donc ces deux chercheurs, ont posé les bases de cette théorie. Ensuite, il y a eu deux mouvements qui se sont passés. C'est le mouvement psychédélique, qui a repris ses travaux, qui s'est entiché de chamanisme et qui a commencé à travailler sur des machines d'induction, ce qu'on appelle des mind machines, c'est-à-dire des petits boîtiers qui émettent des sons pulsés, rythmés, et puis des stimulations visuelles rythmées au même rythme, et qui ont permis de générer donc des fréquences alpha, θ. Et ensuite, on a tout un tas de gens qui ont avancé l'idée que grâce à ça, on va pouvoir changer d'état de conscience et puis développé le pouvoir de l'esprit. En même temps, on s'est entiché des ondes alpha, et donc tout un tas de mécanismes, de machines et de techniques pour induire les ondes alpha, et on s'est dit, oui, les ondes alpha, c'est la porte ouverte à plein de choses, et aussi au pouvoir parapsychologique. Ça, c'est une chose. Alors là, on va vers le New Age. Et de l'autre côté, on a des gens qui, avec ça, ont continué à faire des recherches. Alors, bon, on a une série d'articles comme ça, et on arrive ensuite à cette idée que, effectivement, quand on arrive à garder son esprit éveillé et qu'on endort le corps, ça c'est Monroe qui l'explique, à ce moment-là, donc on reste en état θ, à l'état de veille. Et donc à partir de là, on fait des expériences, et ce qu'on peut dire, si on prend une image, c'est qu'on rêve avec un état de conscience éveillé. Okay, voilà, donc c'est ça un peu l'idée. Alors ça donne des EEG un peu particuliers. Alors pourquoi en France on rejette ça? C'est parce qu'on ne fait pas de recherche dessus. C'est tout simple, C'est tout un domaine qui a été laissé de côté. Et donc le livre de Gilbert Rouget, dont je vous ai parlé la semaine dernière, La musique et la transe, qui explique en fait qui attaque directement GILEC et Neher, en disant que c'est de l'esbrouf, si je peux m'exprimer ainsi, va un peu trop loin à mon avis, parce que cet anthropologue, qui est donc un spécialiste de l'ethnomusicologie, avance cela parce que lui, il a une vision du psychisme humain particulière, et qu'il pense, sans l'avoir vérifié, parce que c'est ça le problème en fait, que le rythme du tambour, c'est un apprentissage social, et que c'est un système pavlovien. Le Pavlov, c'est un gars, un russe, qui a démontré qu'on pouvait apprendre un comportement avec un stimuli répété. Et donc, c'est-à-dire, à chaque fois, on prend un chien, on lui donne à manger, et à chaque fois qu'on lui apporte à manger, on fait sonner une cloche.
ok. Donc il va saliver, il va manger, et après, au bout d'un certain nombre de fois, on agite la cloche, et le chien salive, hein, et veut manger. Voilà. Donc c'est ça la technique pavlovienne. Hein. Et donc Rouget part de ce principe, c'est que tout ce qui est voué avec tous les comportements qui sont liés, donc la possession, etc., et les transes qui sont déclenchées par des rythmes de tambour, pour lui, c'est un apprentissage social dès l'enfance qui vise à faire un apprentissage de comportement qui se déclenche avec certains types de rythmiques. Donc, un système pavlovien. Voilà, donc c'est pour ça qu'il rejette en bloc l'idée que le rythme du tambour en lui-même modifie les ondes cérébrales. C'est pour ça que quand j'ai fait ma thèse, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, hein? Parce que c'est bien la question, quoi, finalement. Est-ce que ça marche? C'est toujours la même question. Okay. Vous pouvez Donc, rappeler son nom, s'il vous plaît? Qui ça? Ce monsieur? Pavlov? Non. Rouget. Rouget, alors c'est un gros pavé. Courage. Gilbert. Et Pavlov, je me souviens plus de son prénom. Hein. Oui. L'exemple de la journaliste qui est allée en Mongolie et qui a assisté à une séance et qui s'est mis qui est tombée en transe et qui faisait des cris de loup et tout ça. Il y a une femme qui a témoigné de ça et pourtant elle n'était pas du tout dans une... Non mais je la connais pas moi, je connais pas cette... C'est Corinne Sambrin, elle a écrit des livres, la femme chamane de Paris. Et là, elle est en train de faire décrit tous les phénomènes de transe chamanique par une chamane qui était en Sibérie. C'est ça, en Sibérie? Non, c'est en Sibérie, ouais. Donc, et en fait, elle avait eu jamais aucun contact avec ces cultures-là. Et par contre, au son du tambour, Illico est parti... Oui, mais je vous expliquerai pourquoi c'est comme ça. C'est pour ça que c'est intéressant d'approfondir un peu cette question de la stimulation par des rythmes du tambour et des environnements aussi qui induisent un type de transe ou de phénomène. Mais bon... Ce que je voulais dire, c'est que c'est une preuve que finalement, c'est pas un comportement appris. C'est pas une preuve. C'est juste un exemple. Okay, c'est un cas particulier, en fait. Parce qu'une preuve, c'est avec des éléments concret, un IRM par exemple. C'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Très bien, mais ça c'est ça, oui, là après on a une preuve. Okay. Elle participe avec des prix Nobel de physique à des congrès quantiques. Et elle a vraiment témoigné avec appui de recherche scientifique. Bah écoutez, je vais m'intéresser à ses écrits alors. Elle travaille avec un neurologue là. Ouais, justement. Parce que ça montre justement qu'elle avait les ondes cérébrales semblables à celles des pathologies Voilà, donc là on commence à toucher à la question. Hein. Ouais. Comment elle s'appelle? Corinne Sambrin. Corinne Sambrin. Et elle était musicienne. Elle est musicienne. Sambrin. Sombrin. S-O-M-B-R-U-N. Merci. Ok, voilà, donc ça c'est pour répondre à la question des ondes cérébrales, hein, c'est-à-dire qu'on a donc deux articles fondateurs, ensuite on a des chemins qui se séparent, et puis une recherche qui s'est effondrée en fait. Parce qu'à partir des années 70 et le mouvement psychédélique, où à cette époque-là, donc certains chercheurs travaillaient sur le LSD et ce qui l'entoure, et le gouvernement américain qui a sorti une loi comme quoi il était interdit de faire des recherches sur les psychédéliques, ça a cassé complètement la recherche, okay, de ce côté-là. Ce qui fait que pendant 30 ans, 40 ans, il ne s'est pratiquement rien passé. Donc les États-Unis, c'est quand même là où il se passe le plus de choses, et en Europe, qui suivent généralement bêtement ce qui se passe là-bas, eh ben, ils ont dit on ne touche pas, et en France encore moins, quoi. Oui. Pour répondre donc à la critique de M. Rouget, Ouais. Il paraît assez simple finalement de faire une expérience consistant à exposer des personnes naïves
au son du tambour et d'enregistrer leur électroencéphalogramme. C'est juste. Et est-ce que ça a été fait? Ben non. C'est pour ça que je critique Rouget. Hein, parce qu'il avance, donc il démolit INER en disant que ils ont mal fait leur travail et il ne propose pas de refaire une recherche en laboratoire pour infirmer ou confirmer ces travaux. Hein, et c'est là où est l'erreur en fait. Et c'est aussi là où est le travers de l'anthropologie française, c'est qu'on ne fait pas d'anthropologie expérimentale. C'est un peu tabou. Okay, donc du coup, on peut avancer n'importe quoi. Il faut dire aussi qu'il y a eu un mouvement pendant pas mal d'années qui était structuraliste en anthropologie française. Et le structuralisme, c'est pas des expérimentateurs en tant que tels. Donc on peut comprendre qu'il y ait eu cet errement, en fait. Mais aujourd'hui encore, l'anthropologie française ne fait pas d'anthropologie expérimentale, alors que beaucoup d'autres disciplines font de l'expérimental pour prouver, en fait, et pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans l'évolution des hommes. Hein. Donc l'histoire fait ça, la préhistoire fait ça, l'archéologie fait ça, mais l'anthropologie ne fait pas ça. Voilà, ça c'est donc étrange. Voilà. Alors, Gilbert Rouget, donc, c'est une sommité, je crois qu'il est décédé maintenant. Il n'a donc pas été remis en cause. Et puis comme il y a peu de chercheurs qui travaillent sur la transe, c'est passé. Je pense que Georges Lapassade n'est pas dupe. Je ne sais pas s'il l'a vraiment dit parce que je n'ai pas lu tout ce qu'il a écrit. Mais ce que Lapassade explique sur les trans et les états de conscience modifiés, c'est cohérent. Donc il n'y a aucune critique à lui faire. Voilà, donc sur cette question du tambour, j'ai voulu savoir si effectivement il y avait un phénomène de cause à effet. Donc je me suis procuré un EEG moi-même et j'ai commencé à utiliser donc des mind machines pour voir si ce que disait cette littérature un peu parallèle était vrai. Et c'est là que j'ai quand même constaté que oui, il y a effectivement un phénomène d'entraînement, c'est-à-dire que quand on commence à stimuler le cerveau... Alors mes expérimentations, c'est simple. Personne seule, isolée, dans une pièce, avec un casque sur les oreilles, la stimulation, soit uniquement sonore, soit visuelle et sonore, pas de discours pour expliquer ce qu'on fait avant, juste la procédure de mettre les électrodes et de faire passer donc la séance, et ensuite... questionnaire, interview, pour voir. Et le graphique, bien sûr. Alors j'ai eu des problèmes avec mon EEG, c'est pour ça que j'ai pas assez de données, mais tout ce que j'ai vu était quand même assez intéressant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met le tambour en route, il y a un phénomène qui apparaît très vite, c'est la synchronisation des hémisphères. C'est-à-dire qu'ils se mettent à fonctionner en parallèle, avec une fréquence qui commence à émerger. Alors la fréquence qui émerge, ce qui m'a étonné et ce qui est étrange, c'est qu'elle n'est pas forcément celle qui est stimulée directement par le rythme du tambour. Donc moi j'utilisais un rythme à 3,3 Hz. J'ai aussi utilisé donc, des rythmes à 4 Hz. J'ai fait aussi de l'alpha, donc 10 Hz à peu près, 12, 10, 12. Et ce que j'ai constaté, c'est que la synchronisation hémisphérique, elle se passait à chaque fois, mais que l'EEG, lui, montrait des fréquences qui pouvaient varier en fonction de la stimulation. Enfin, vis-à-vis de la stimulation, c'est-à-dire si je stimulais à 3 Hz, je pouvais avoir par exemple du 5 ou du 6 Hz, okay, sur l'enregistrement EEG. Alors donc, on a effectivement un phénomène. Alors comme ce sont des sujets non entraînés, donc comme si je vous prenais vous par exemple, peut-être que ça vient de là. Peut-être que maintenant, si on faisait 500 séances avec chaque personne, ça commencerait à s'affiner. C'est possible. Okay. Ceci dit, ça, j'en sais rien. Il faudrait voir. Voilà pourquoi ma conclusion est que il y a effectivement un phénomène qui, si on stimule le cerveau avec des ondes, des rythmes particuliers, le cerveau se synchronise et puis finit par changer de mode de fonctionnement. Ça, c'est clair et net et ça se voit tout de suite. Et c'est quasiment instantané.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on arrête la stimulation, eh bien, le cerveau se remet quasiment très vite à fonctionner dans son état initial, c'est-à-dire état bêta, avec cerveau dominant comme d'habitude, et puis ondes diverses et variées. Bon, alors j'avais qu'un EEG à 2 canaux, hein, bon, c'est déjà pas mal, donc j'avais en fait une moyenne de chaque hémisphère, si on peut dire, hein. Donc c'est qu'une moyenne. Maintenant, avec les outils professionnels à multicanaux et l'IRM qu'on a aujourd'hui, on peut affiner beaucoup ce genre de recherche. Mais encore faudrait-il le faire vraiment, hein. Donc il y a apparemment quelques personnes qui le font, tant mieux. J'espère qu'on en saura plus et j'espère qu'on va vraiment avancer parce qu'il y a ici un champ de recherche absolument passionnant, hein. On ne sait pas grand-chose de tout ça. On a une énorme littérature qui parle des effets des trans, de phénomènes incroyables et délirants qui sont à la limite du croyable, hein. Et les gens adorent ça, donc ils lisent ça avec passion. Chacun a fait au moins une fois dans sa vie une expérience bizarre, hein, quelle qu'elle soit. Donc quand on lit quelque chose comme ça, on a tendance à le croire. On a aussi une propension naturelle à chercher l'extraordinaire, hein, parce que la vie de tous les jours est ennuyeuse, en général. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui attire notre attention ou un mystère, on va foncer dessus. Donc, on se gave de ce genre de littérature et puis on se crée un monde magique, quoi, hein, voilà. Dans les faits, c'est peut-être un peu différent. Hein, c'est-à-dire de ce que je pense moi, après avoir fait pas mal d'interviews là-dessus, d'observations de terrain et puis de recherche personnelle, je pense que le cerveau est quand même un outil extraordinaire et qu'il est capable de faire des prouesses. Et je vais vous présenter quelques exemples qui vont vous montrer que ça peut aller très loin. Maintenant, on n'a rien pu démontrer sur les pouvoirs extraordinaires du cerveau, c'est-à-dire, je me concentre sur la bouteille qui est là-bas et je vous la fais voler de l'autre côté de la pièce. Ça, pour l'instant, on n'a pas encore vu. Pourtant, c'est ce qu'on raconte, mais c'est pas vrai. Voilà. Donc je pense que quand on rentre dans ce genre de domaine, il faut garder quand même la tête sur les épaules et puis essayer de vérifier les données. C'est pour ça que je pense que dans tout ce qui concerne la recherche sur l'humain et ce qui concerne aussi la recherche sur le psychisme, il faut faire de l'expérimental, hein. Il faut affiner nos outils. Et puis il faut aussi, parfois, changer de cadre théorique, hein, parce que être juste sur le matérialisme zététicien, c'est pas une option pour moi, hein. Il faut rester avec un esprit ouvert et aller vers des horizons peut-être un peu plus étonnants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les dernières avancées de la physique quantique, on commence à parler d'univers parallèles. Alors évidemment, pour tous les gens qui sont du New Age, qui naviguent dans ces différentes obédiences, eh bien, le fait qu'il existerait tout d'un coup une dizaine d'univers parallèles ou plus, hein, la théorie des cordes, par exemple, ça les fait rêver, ça leur dit « Oui, mais on avait bien dit qu'il y avait des univers et qu'on pouvait voyager de l'un à l'autre, et que, bon, du coup, les elfes existent, les gnomes existent, et tout ça. Hein. » Ils avaient raison, les anciens, quand ils disaient qu'on passait une porte dimensionnelle et puis on allait ailleurs, dans le monde des esprits. Alors, ils ont raison, les chamans, quand ils disent qu'ils traversent des portes et ils vont ailleurs. Voilà. Ben, ce pont-là, il est un peu rapide, à mon avis, hein. C'est pas parce que la physique quantique démontre sur le papier qu'il y a des univers parallèles, ce ne sont que des théories pour l'instant, hein, que du coup, ça corrobore tout un discours qui existe depuis l'aube de l'humanité. Parce que le problème, il est là, en fait, hein, c'est que depuis l'aube de l'humanité, l'être humain a eu tendance à croire qu'il y avait des esprits, qu'il y avait un autre monde. Et ça, c'est parce que, dans certains cas, il se passe des choses bizarres avec les états de conscience modifiés. Et ces choses bizarres font croire qu'il y a des présences et des esprits. Et donc, on va voir au fur et à mesure de cette journée comment ça se manifeste. Alors, le problème dans toute cette affaire, si on peut dire, c'est que on ne sait pas dans quoi on met les pieds. En fait, on a un fonctionnement du cerveau
qui est très mal compris, qui est soit vu d'un point de vue hypermatérialiste et puis analysé en tant que dysfonctionnement cérébral, donc hallucination. Et puis d'un autre côté, on a des personnes qui ont l'air vraiment d'avoir les pieds sur le sol et puis la tête sur les épaules, et qui disent non, 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 moi je sais, j'ai fait cette expérience et je peux vous la faire partager. Alors il y a effectivement des moments où on le fait et ça se passe. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout de suite d'ethnologues maudits, parce que nous avons là affaire à des scientifiques qui vont à la rencontre de peuplades traditionnelles qui sont censées être encore non contaminées par l'Occident, qui ont donc des pratiques particulières de chamanisme ou de possession, et qui utilisent des substances hallucinogènes ou pas. Okay. Et bon, le contact d'un anthropologue avec une culture de ce genre, il y en a de deux types. Il y a l'anthropologue occidental normal qui fait son travail en tant qu'observateur et qui n'influe pas sur la culture et qui ne veut pas en savoir plus de l'intérieur. Et donc lui va faire une observation de type clinique en fait, comme un psychiatre observe un malade mental. C'est pour ça qu'au démarrage, dans la littérature anthropologique, vous aviez des livres et des écrits qui interprétaient le chaman comme un malade mental. Parce que c'était la vision de l'époque, donc fin du 19e, début du 20e. Ensuite sont arrivées les années 60, etc. Les choses ont changé, de nouvelles théories sont apparues, et on est passé du malade mental au sage. Aujourd'hui, on en est au sage. C'est-à-dire qu'ils ont un savoir ancestral extrêmement élaboré, avec une culture extrêmement complexe, et on analyse ça avec nos outils à nous, toujours en le passant au filtre occidental, bien sûr.